Hippity hopping along. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Le seul acte scientifique intéressant, c'est d'inventer, c'est-à-dire la découverte. Tout le reste est mineur et second par rapport à cet acte fondamental-là. Il arrive parfois qu'on parte en voyage pour découvrir une île inconnue, une île déserte ou le Nouveau Monde. Et donc, depuis l'origine de l'écriture, les premiers textes ont raconté les voyages d'un homme dans les mondes connus et inconnus. Lorsque nous parlons des sciences, nous parlons volontiers de Thalès qui a inventé la géométrie, de Galilée qui invente la mécanique, ou de Pasteur qui découvre les microbes, comme de grands explorateurs qui ont trouvé des nouveaux mondes. L'exploration de la Terre, la découverte de la Terre, ou comme disait Jacques Cartier en 1534, le devisement du monde, c'est l'image de l'aventure scientifique. C'est la légende de l'aventure scientifique. Lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique, qu'est-ce que cela veut dire qu'il découvre l'Amérique, puisqu'il y avait déjà là des Indiens de 50, de 100 tribus qui avaient plusieurs langues, des civilisations, des cultures, un art, quelquefois des sciences. Et donc, l'idée ou le fait qu'il y ait eu au XVe ou XVIe siècle des grandes découvertes est simplement le point de vue de l'Occident, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Découvrir veut dire enlever une couverture. La couverture cachait quelque chose, et celui qui enlève la couverture découvre cette chose, mais cette chose était déjà là. Tandis que quand nous disons inventer, cela veut dire construire de toute pièce quelque chose qui n'était pas là. Un inventeur scientifique est-il un découvreur? C'est-à-dire quelqu'un qui voit pour la première fois quelque chose qui était déjà là, ou la découverte scientifique est-elle une invention, c'est-à-dire une création de toute pièce de quelque chose qui n'était pas là? La découverte de la Terre ou l'exploration de la Terre reprend cette question étrange de la science. Est-ce que ce que les savants découvrent est déjà dans le monde ou est-ce qu'il le produit? La découverte du globe a sans doute commencé par ces vents de sable qui ont soufflé les pollens des fleurs d'une terre à une autre au-dessus des mers. Affaiblis, ils les ont déposés sur les sables de nouveaux rivages. Alors d'autres vents se sont levés et les ont poussés plus loin, vers l'intérieur des terres ainsi découvertes. Les fleurs, les plantes ont toujours voyagé. Encore et toujours, elles ont été les premières à voyager, depuis ces temps reculés, où l'homme ne construisait pas encore de barques en peau, en roseau ou en bois. Le sable s'est soulevé en nuages vers les mers. Les vagues se sont soulevées elles aussi, blanches d'écume, vers les terres lointaines, vers les terres découvertes. Mais aussi les champs de bleuets, de coquelicots, de crucifères blanches et mauves, emportés, poussés par les vents. Et puis là-haut dans le ciel, les vols d'oiseaux migrateurs. C'est une ligne douce, une vague légère, infime,
parallèle à l'horizon. Elle avance lentement en s'élevant, grandissant peu à peu au fur et à mesure qu'elle se rapproche du rivage. La voilà beaucoup plus haute, 5 mètres, 10 mètres, 30 mètres de hauteur. Elle remplit toute l'image. Le ciel n'est plus qu'une petite ligne en haut du cadre. La vague déferle sur la terre. Tremblement de terre au Japon. En fait, dès qu'on l'avait aperçue, elle était déjà immense. Immense mais enfouie sous l'eau. En se rapprochant des rivages, le fond des mers se fait de moins en moins profond. Alors la vague laisse voir sa vraie taille, hors de l'eau, et elle se met à grandir. Elle devient si haute qu'elle fracasse tout sur son passage quand elle déferle sur les terres. Ce tremblement de terre, nous le savons aujourd'hui, est une onde de choc qui a quitté le Chili, traversé le Pacifique en 12 jours pour devenir ce tsunami tant redouté des Japonais. C'est un glacier, il est rose, rouge. Les montagnards savent bien que le blanc de la neige rougit quelquefois quand du fond du Sahara, le Simoun, le Sirocco remontent vers le nord et viennent plaquer les sables du désert sur les faces glacées des sommets européens. Là, sur ces montagnes, la mémoire du Sahara ensemence les glaciers. Les vents, le sable, les pollens, les oiseaux, les vagues ont depuis toujours traversé la terre. Depuis toujours, ils ont émigré de toutes parts, au gré des temps, au gré des climats. Et les hommes ensuite, d'eux-mêmes, se sont mis à émigrer, à découvrir. L'important dans une découverte, ce n'est pas la vue, ce n'est pas le devisement ou la visite, c'est le discours, c'est le croquis, c'est le relevé, c'est le fait qu'il y ait d'un côté un pays et de l'autre côté une page, qu'il y ait d'un côté un marin et de l'autre côté un peintre, qu'il y ait d'un côté les phénomènes réels et de l'autre côté, le discours qui en parle. Et donc, pour nous, Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'à partir de lui, nous complétons nos cartes. Et la carte, c'est le brevet de la découverte, la preuve de la découverte. Un peu comme quand on fait une invention, on prend un brevet d'invention. La carte est le brevet, le témoin de la découverte. Non pas que d'abord, elle décrive le pays, mais elle prouve que vous y êtes allé, parce que le second qui y va de nouveau suivre la carte et confirmer vos données. Dans une ville qui est un port et qui est le port à partir duquel une grande partie du commerce européen se fit, Venise, dans le palais des Doges de Venise, il y a un immense tableau de Tintoret qui représente le paradis, qui est peut-être un des plus grands tableaux du monde en superficie, où la foule grouille parce qu'il s'agit du paradis. Il y a plusieurs détails qui sont frappants à cet égard. Les évangélistes, les prophètes tiennent à la main un livre et ils regardent
ce qu'il voit au paradis, c'est-à-dire Dieu, la Vierge, le Christ et les saints. Et certains lisent le texte et d'autres lèvent la tête. On comprend que le peintre veut nous dire ce que je lis, je le vois, ce que je vois, je le lis. Et donc le sujet de ce tableau, ce n'est pas le paradis, c'est la vérité. La vérité, c'est de voir ce qu'on lit et de lire ce qu'on voit. Et donc il est avéré à ce moment-là qu'un tel a bien découvert l'Amérique. On touche là à quelque chose de très profond qui est la notion de vérité scientifique. La vérité, c'est simplement la fidélité de la carte au pays et la fidélité du pays à la carte. Dès le moment où un savant aura découvert tel phénomène et aura consigné de ce phénomène une expérimentation qu'il aura décrite, alors le second après lui pourra, en suivant la description que le premier a laissée, reproduire l'expérience et vérifier sa vérité. Et donc le mouvement sera le même. Il verra ce qui est écrit et il verra que ce qui est écrit est bien fidèle à la réalité. VIe siècle avant Jésus-Christ, rivage de la Méditerranée. L'horizon est une ligne derrière laquelle le soleil se couche. Si l'on se risquait à partir droit vers l'horizon, à coup sûr les embarcations tomberaient dans le grand vide, dans le ciel. En ce temps-là, la terre est plate. C'est ce que croient les Babyloniens, les Égyptiens. Mais encore beaucoup de terres manquent, où leurs contours sont à l'évidence mal connus. Ceux de l'Afrique ou de l'Asie sont encore loin de ceux que nous connaissons. Quant au territoire du nord, du sud ou de l'ouest, il n'existe pas. Seuls les vents indiquent ces directions, et la nuit, les étoiles. Découvrir les terres suppose de dessiner la figure de la Terre, plate ou ronde. Sans doute les îles précèdent les points, les fleuves précèdent les lignes, les continents précèdent les surfaces et les formes, toutes deux sciences de la Terre. La géographie précède la géométrie, découverte il y a près de 2500 ans, par les Grecs, en Égypte. On raconte par exemple, et nous avons de cela 1001 récits, que Thalès, fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très ancien, se promène au pied des pyramides, c'est-à-dire en Égypte, lieu où il n'y a pas de théorie, et voit sous le soleil à midi la longueur des ombres portées par les trois pyramides, les mesure, les rapporte les unes aux autres et les rapporte
à l'ombre de son propre corps et dans ses rapports de longueur d'ombre et de hauteur de la pyramide, il déduit ou il induit ou il invente le fameux théorème de la similitude des triangles dont nous sommes à peu près sûrs que c'est le tout premier théorème géométrique. Alors qu'il n'est plus question de soleil, il n'est plus question de la hauteur de la pyramide, il n'est plus question de l'ombre, il n'est plus question que de la similitude de triangles abstraits. Et on a l'invention de formes mathématiques parfaites, théoriques et abstraites, et donc partez en voyage. Allez voir quelque chose que tout le monde a déjà vu. Vous ne le découvrirez pas. Mais Thalès, voyant quelque chose que tout le monde a déjà vu, a inventé un théorème. Il ne l'a pas découvert, puisque vous pouvez encore découvrir les pyramides comme lui, elles étaient connues, mais il a inventé le théorème. La pyramide était déjà là, elle n'a pas eu à être découverte, mais le théorème n'était pas là, il a eu à être inventé. Un autre Grec est allé en Égypte, Ératosthène de Cyrène. En Haute-Égypte, il y a une ville qui se trouve à peu près sur le tropique du Cancer. Cette ville s'appelle Assouan aujourd'hui. Autrefois, elle s'appelait Syène. Et là, Ératosthène plante un bâton, l'axe d'un cadran solaire. Puis il plante un autre bâton, un autre cadran solaire, à Alexandrie. Et il attend. Il attend midi, le jour du solstice d'été. Et à midi, ce jour-là, à Syène, le bâton ne fait pas d'ombre. L'ombre est si courte qu'elle est nulle. Mais à Alexandrie, ce même jour, à la même heure, l'autre bâton, lui, fait une ombre, c'est-à-dire une sorte d'angle. Pas d'ombre au solstice d'été sous le tropique du Cancer, il est midi. Une ombre à Alexandrie. Donc la Terre est ronde, la courbure de la Terre est vue, et la courbure du méridien est à la fois observée et mesurée. Mais si l'on suit les deux bâtons perpendiculaires à la Terre, on arrive au centre de la Terre, au centre du monde. Et l'angle qui se forme au centre de la Terre est égal à l'angle que le Soleil vient de faire avec le gnomon, ou le cadran solaire, ou le bâton, perpendiculaire à la Terre à midi, le jour du solstice d'été. Ératosthène mesure cet angle. Et cet angle est égal au 50e de la mesure du cercle. Et donc, connaissant la distance entre Syène et Alexandrie, il la multiplie par 50 et il découvre la longueur du périmètre du cercle de la Terre. La Terre est dessinée, elle a conquis sa figure, sa forme. Il faudra attendre 2000 ans. Il faudra attendre les grands navigateurs pour y dessiner ses continents, ses océans. En 1519, Magellan longe vers le sud la côte de l'Amérique, fraîchement découverte par Colomb, et finalement traverse un détroit long de 325 km. Cette percée lui coûte 38 jours et les 2/3 de son équipage. De l'autre côté, il découvre une immense mer, parfaitement calme. Il l'appelle le Pacifique. Découvreur de nouvelles terres, il découvre aussi un nouveau ciel, l'autre hémisphère, l'hémisphère sud, où il nomme deux petites taches laiteuses dont nous savons aujourd'hui que ce sont des galaxies, les nuages de Magellan.
traversée du Pacifique le conduit aux Philippines où il est tué. 17 survivants rentrent en Europe avec les preuves matérielles de leur tour du monde. Il faudra attendre Mercator et sa carte pour avoir la preuve, la traduction sur papier du voyage de Magellan. La différence qui existe entre le croquis du paysage et la carte passe forcément par la géométrie. Et par la géométrie plusieurs fois. D'un côté, il y a une géographie avec de la mesure, et de l'autre côté, il y a de l'esthétique. D'un côté, le paysage, et le paysage donne les belles singularités. La carte donne la mesure, et elle se prétend fidèle. Est-elle fidèle? La réponse est non, jamais. Pourquoi? Parce que toutes les cartes sont fausses. Pourquoi donc toutes les cartes seraient fausses? Bien pour une raison toute simple. La carte doit être faite ou dessinée sur une feuille plane et le paysage tel quel est sur une surface sphérique, c'est-à-dire la Terre. Tout le problème est de passer de la sphère au plan. Eh bien, il y a un théorème de géométrie qui dit que ce n'est pas possible. Donc, un autre théorème dirait que toutes les cartes sont fausses. Elle se prétendait fidèle. Elle se prétendait fidèle parce qu'elle était plus scientifique que le paysage des singularités, et cependant, elle est fausse. Et donc, tout le problème fondamental de la carte sera de trouver la rectification de ces erreurs. Et la meilleure solution qui avait été trouvée au moment de la Renaissance était la solution de Mercator. Vous considérez la sphère, c'est-à-dire Terre elle-même, et vous l'enveloppez d'une feuille de papier plane, de sorte que cette feuille de papier forme un cylindre. Ensuite, vous projetez tous les dessins de la sphère sur les bords du cylindre, et puis vous ouvrez le cylindre, et cela donne ce qu'on appelle une planisphère. Et le plan qui avait entouré la sphère se déploie et la carte est une planisphère. Vous imaginez bien que cette planisphère est fausse, complètement fausse. C'est qu'à l'endroit de l'équateur, par exemple, où la feuille entoure très exactement la sphère, la projection sera si fidèle qu'elle touchera même la sphère. Puis à mesure que vous montez, la projection est de plus en plus lointaine. Et donc quand vous déploierez, à la limite même, le pôle Nord sera projeté sur toute la ligne, donc le Groenland sera énorme, le Canada sera énorme, le sud de l'Australie sera énorme, alors que les pays autour de l'équateur seront fidèlement reproduits ou représentés, et les pays moyens, comme la France par exemple, à 45 degrés de latitude nord, seront à moitié bons et à moitié mauvais, juste au milieu. Et toutes les cartes sont fausses pour cette raison de projection, pour cette raison géométrique-là. Et tout d'un coup, et c'est ça peut-être qui caractérise le monde moderne, la carte a peu rejoint le paysage. On a commencé à faire des cartes avec des photographies aériennes, en recollant des photographies aériennes. Et du coup, la fidélité était relativement respectée. Et à mesure que l'appareil aérien, l'avion, prenait de la hauteur, la photographie était de plus en plus large. Mais à un moment, le satellite a pris une très grande hauteur. Et on a maintenant des photographies par satellite qui sont des cartes. La carte est devenue le paysage et le paysage est devenu la carte. Sur les régions du nord et du nord-est, il pleut le matin. Les vents de la nuit passée soufflent encore près des frontières. Une amélioration se dessine l'après-midi avec le développement d'éclaircies de plus en plus belles d'ici la fin de la journée. Toutefois, sur le flanc est, les nuages s'accrochent encore et il pleut un peu. Sur les régions du nord-ouest, les éclaircies matinales se confirment au fil des heures.
sur la terre, une avalanche, un enfant, un fruit, un arbre mort, la neige, des pierres, un immeuble qui s'effondre, Oliver Hardy, Stan Laurel, Buster Keaton, un ballon qui s'envole, une bulle, et puis la lune, et puis les planètes, le ciel tout entier couvert d'étoiles. Tous ces corps chutent, tous ces corps tombent. Comment? Pourquoi? Cathédrale de Pise. La lumière est celle d'un lustre, un immense lustre qui oscille lentement, imperceptiblement. Le lustre de Benvenuto Cellini, sous la voûte de la cathédrale de Pise. Le lustre en bronze oscille, on le devine lourd, très lourd. Le lustre décrit un arc de cercle au bout de sa chaîne. C'est donc comme s'il tombait le long d'un chemin incurvé. Alors son poids n'a rien à voir avec la durée de cette chute. Nous sommes en 1600. L'homme qui a cette réflexion s'appelle Galileo Galilei. C'est donc que tous les corps tombent avec la même vitesse. La légende raconte que Galilée monta en haut de la tour de Pise et laissa tomber différents objets. Les plus lourds arrivent-ils plus vite que les plus légers? Les plus gros arrivent-ils plus vite que les plus petits? À Padoue, Galilée construit des plans inclinés où il laisse glisser des billes de laiton. Il mesure la vitesse de ces billes quand elles roulent le long du plan incliné où sont disposées des sonnettes espacées. Le son plus ou moins rapproché des sonnettes donne la vitesse de la bille. Et il constate que tous les corps tombent avec la même vitesse. Johann Kepler fut le premier à imaginer un principe d'inertie, c'est-à-dire un corps qui n'est soumis à aucune force est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Galilée en fait une théorie et du même coup définit la notion d'accélération. Plus on tombe, pourrait-on dire, c'est-à-dire l'accroissement de la vitesse par seconde. Cette découverte est une partie de la mécanique qu'on appelle la cinématique, c'est-à-dire chercher à décrire les mouvements. Galilée s'était intéressé à la description du mouvement. Il faudra attendre Newton pour identifier les causes du mouvement. Galilée ouvre la voie en décrivant la chute des corps, la chute des graves comme l'on disait à l'époque, en tant qu'ils avaient une propension à se diriger vers le centre de la Terre. Avec Newton, la chute d'un corps grave sur la Terre n'est qu'une manifestation d'une loi universelle, celle de la gravitation. L'attraction mutuelle de deux corps. Les causes du mouvement de la chute des corps à la surface de la Terre sont les mêmes que celles qui font tomber les astres.
Galilée découvre la loi de la chute des corps. Galilée en est à la notion de vitesse et d'accélération. Et tout l'enjeu du XVIIe siècle est de penser ce qu'est une force. Et la même force fera que les planètes tournent autour du Soleil et qu'un corps lâché tombe à terre. Qui est Galilée? Un opticien. On pense qu'il construit la première lunette astronomique. Un astronome. Il découvre les taches solaires grâce à la lunette et les satellites de Jupiter. Un physicien et un mécanicien. Il découvre les satellites de Jupiter, il invente la loi de la chute des corps dans un environnement qui mettait en question non seulement la figure du monde, mais le mouvement du monde. Comment était le monde, disons, dans l'Antiquité pendant le Moyen-Âge? Il était dominé par le modèle de Ptolémée, 1er siècle après Jésus-Christ. Dans le modèle de Ptolémée, la Terre est au centre du monde. Elle est sphérique, certes, le problème de la figure de la Terre est résolu, et autour de la Terre circulent le Soleil et les planètes. Et ce modèle, devenant de plus en plus compliqué, pose de plus en plus de questions et devient de moins en moins tenable lorsqu'arrive Copernic. Et Copernic place le Soleil au centre du monde et fait tourner le monde autour du Soleil. Le monde de Ptolémée est géocentré, la Terre au centre. Le modèle de Copernic est héliocentré, le Soleil est au centre. Et la bataille sera non seulement sur la rotation de la Terre, mais sur le modèle du monde. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre le Soleil au centre du monde ou la Terre au centre du monde? Et bien entendu, Galilée est un partisan farouche du modèle de Copernic. Et donc, ce qui est en jeu là, c'est l'idée que nous nous faisons du monde. Grâce aux découvertes de Galilée, d'abord, puis aux découvertes de Newton, ensuite, puis aussi aux découvertes de Leibniz. Toute l'idée sera, ces mouvements sont provoqués par des forces. Qu'est-ce que cette force? Et Newton dira, cette force est la force d'attraction qui fait que les corps célestes s'attirent les uns les autres, et c'est lui, Newton, qui prendra le problème de la chute des corps tel que Galilée l'avait laissé et le réunira au problème du mouvement des corps célestes. Et donc, ce qui est en jeu là, c'est la vue qu'on a du monde. Et à partir de l'âge classique, ce qui sera découvert, c'est notre monde. Le monde que nous avons désormais à la fois devant les yeux et dans la tête, inverse notre vue naïve. En effet, lorsque par une belle nuit d'été, on se couche dans l'herbe et qu'on laisse le monde tourner autour de soi, qu'on voit le soleil se lever, comme on le verra se coucher, il semble bien que le soleil tourne autour de la Terre. Eh bien, la véritable découverte qui a lieu là, c'est d'inverser cette vue naïve et de découvrir une théorie qui voit le monde à l'envers des yeux. D'ailleurs, le mot théorie en grec veut dire voir. On a l'impression que la découverte du monde, c'est la découverte du monde à l'envers. De la même façon que la première découverte n'a jamais été manquée depuis qu'elle a été faite, elle est immortellement là, puisque nous continuons à faire des mathématiques dans le même style que les géomètres grecs. De la même manière, la physique qui a été inventée au XVIIe siècle est toujours là, c'est-à-dire nous continuons à faire de la physique comme l'avait inventée Galilée et Newton. C'est pour ça que nous considérons que ce sont des découvertes originelles.
La vie, le vivant, donne lieu tout autant à de grands voyages et à de grandes découvertes. Si l'on pense au voyage des naturalistes, par exemple, qui se déplacent par la terre entière pour relever la faune et la flore des diverses espèces répandues et disséminées de par le monde. D'ailleurs, ces voyageurs sont toujours accompagnés de leurs dessinateurs, qui cartographient d'une certaine façon le monde des vivants. Ils relèvent les profils des oiseaux, la forme des serpents, l'exquise complication des plantes, des fruits, des fleurs. Déjà là, le dessin accompagne la découverte. Il n'y a pas de science du vivant sans l'anatomie. L'anatomie date de la plus haute antiquité, sans doute de la dissection des momies, sans doute d'Hippocrate, mais elle s'améliore peu à peu et elle aboutit à des planches d'anatomie. Et ces planches d'anatomie sont réellement des cartes. Car la planche d'anatomie qui représente tel muscle du bras ou telle paroi intestinale n'est pas le muscle du bras d'un tel ou la paroi intestinale d'une telle, c'est, autant que faire se peut, le muscle, la paroi intestinale en général du corps humain. C'est donc réellement une carte. Et elle est obtenue à l'aide de la dissection des cadavres. Plus vous disséquez des cadavres, plus vous deviendrez un bon anatomiste, c'est-à-dire un bon chirurgien, quelqu'un qui se repère bien dans ce voyage très spécial d'observation et de pratique de la chirurgie. On ouvre à un endroit donné et on sait se repérer exactement dans le paysage particulier ouvert par les écarteurs. Et là, l'anatomie, bien entendu, donne quelque chose qui hésite entre la carte et le paysage. Mais depuis peu de temps, le grand intérêt consiste à passer du visible à l'invisible. Ouvrez des cadavres, vous verrez de l'invisible, mais que faut-il ouvrir pour voir aussi finement que Pasteur ? Pasteur prélève de l'air au Mont-en-Vert, près de la mer de glace. L'air des glaciers qui nous paraît si pur contient-il des germes? Pasteur les dépose dans son laboratoire pour les analyser. Ils sont là, étiquetés, à l'Institut Pasteur. Ces germes, d'où viennent-ils? Sont-ils porteurs de certaines maladies, de la rage par exemple? Pasteur était un géomètre, il était à l'origine cristallographe, il n'était pas médecin. Et ses premières découvertes ont lieu sur un certain nombre de cristaux gauche et droit de l'acide racémique, et il est intéressé par la symétrie des cristaux ou l'antisymétrie des cristaux. C'est un homme qui a une vision très spatiale des questions. Il descend peu à peu du cristal au microbe, grâce à une extraordinaire habileté en matière d'expérimentation. Pasteur a raffiné de plus en plus ses analyses, de telle sorte qu'à un moment, il a mis en évidence l'existence de ce que depuis nous appelons les microbes. Il passe une échelle de phénomènes et il passe réellement du visible à l'invisible, avec plusieurs ordres de grandeur. Et là, nous nous rendons compte que toutes les maladies infectieuses, que la question des fermentations, que toutes les questions qu'il a traitées, à la fois des fermentations et de la rage par exemple, sont des problèmes qui sont dominés en effet par l'activité de tel ou tel type de microbes, c'est-à-dire de micro-organismes. Il met en évidence l'efficacité et l'importance des micro-organismes.
Et à partir de là, me semble-t-il, le voyage va continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire du visible vers l'invisible, du grand vers le petit, de l'organisme vers le micro-organisme. On verra de mieux en mieux, de l'organe vers le tissu, du tissu vers la cellule, de la cellule vers les éléments constitutifs de la cellule, et ainsi de suite. Et nous avons désormais une imagerie biologique qui va dans ce sens-là. Mais une imagerie médicale, c'est-à-dire toutes les performances faites à la fois par l'échographie, par la résonance magnétique nucléaire, par un certain nombre de sondes qu'on passe dans les divers conduits de l'organisme, permettent de photographier de très près. Mais qu'est-ce donc cela, sinon des voyages? Le voyage de la sonde dans tel ou tel type d'organe, le voyage de la résonance, le voyage des échos qui permettent de nous représenter non pas la carte abstraite, mais le paysage concret de l'organisme exploré. Et de nouveau là, l'imagerie médicale nous met en présence de paysages avec ses singularités. Et nous obtenons là à peu près le même résultat que dans le ciel ou que dans le monde. Savoir que ce qui arrive maintenant de plus en plus précisément, c'est la représentation des singularités. Non pas seulement des cartes abstraites, mais des paysages concrets.